Bonjour à tous! Dans cette vidéo qui conclura le cours de cette année, je vais vous présenter deux tests applicables dans le cadre de modèles discrets, à savoir lorsqu'on observe des variables aléatoires qui ont leur valeur dans des ensembles discrets finis. Le premier test s'appelle le test du qui2 d'adéquation à une loi donnée. On a un échantillon de taille n d'une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans un ensemble discret et fini. Sachez que les valeurs peuvent d'ailleurs ici être qualitatives, par exemple il peut s'agir de la réponse de n individus à un sondage où la question a k réponses possibles. Donc P est la loi inconnue de la variable aléatoire et ce qu'on appellera PJ, c'est la probabilité que la variable aléatoire prenne la modalité AJ. Et on veut tester P égale P0 où P0 est une loi de proba fixée contre H1, P n'est pas égal à P0. On définit la distance du qui2 entre deux vecteurs de probabilité, c'est-à-dire des vecteurs qui se somment sur 1, comme étant la somme sur les k coordonnées de pj-qj au carré sur qj. Vous voyez ici que les rôles de p et q ne sont pas symétriques, donc il s'agit simplement d'une pseudo-distance. Ce n'est pas une vraie distance. On définit nj comme étant le nombre de fois où la valeur aj est prise dans l'échantillon. Et pour évaluer dans quelle mesure on est éloigné ou pas de la probabilité p0 fixée, on va utiliser la distance du qui2 entre ce vecteur des fréquences observées et celui des probabilités théoriques. Ce qui revient à comparer les effectifs observés contre les effectifs théoriques si on suivait la loi P0. On va rejeter H0 si cette distance est trop grande, et pour déterminer le seuil de rejet, on va utiliser la propriété que lorsque H0 est vrai, cette distance, qui fait donc intervenir des variables aléatoires, c'est une grandeur aléatoire, converge en loi vers la loi du qui2 à k-1 degré de liberté, où k, c'est le nombre de valeurs possibles que pouvait prendre notre variable aléatoire. Et on verra juste après comment on peut se rappeler du degré de liberté ici. Donc si on choisit pour C le quantile d'ordre 1 alpha de cette loi, le niveau du test est ceci, la probabilité si H0 est vrai de rejeter, et lorsque n tend vers l'infini, on tend bien vers alpha. C'est pour ça qu'on parle de niveau asymptotique du test. Donc à n fixé, le test n'est pas de niveau alpha, mais quand n tend vers l'infini, on a un niveau asymptotique égal à alpha. Je vous ai dit qu'il y avait un moyen de se rappeler assez facilement du nombre de degrés de liberté qui était impliqué dans la loi limite, à savoir k-1. Bien, ce moyen, c'est, si vous avez bien compris ce qu'était le test du rapport de vraisemblance, c'est de réfléchir à ce que donnerait ce test du rapport de vraisemblance, pour tester l'hypothèse H0 contre H1. On peut voir qu'en fait, tester H0 contre H1, ça revient à tester l'appartenance du vecteur de proba P à cet espace-là, θ0, contre l'appartenance à θ privé de θ0, où θ, c'est l'ensemble des vecteurs de probabilité à k coordonnées. La dimension de θ, c'est k-1, parce que vous avez k valeurs, mais qui sont contraintes par le fait que la somme doit être 1, et la dimension θ0, c'est 0. Donc vous savez que le test du rapport de vraisemblance converge en loi vers la loi du qui2 à cette dimension moins cette dimension, donc qui fait k-1 degré de liberté. C'est le théorème de Wilks qu'on a vu dans la vidéo précédente. Bon, cela dit, le test du rapport de vraisemblance, c'est pas clair que c'est la même chose que de regarder la distance du qui2. Effectivement, c'est pas exactement la même chose. Donc si on regarde ce que donne le test du rapport de vraisemblance, donc c'est moins 2 le logarithme, le sub de la vraisemblance sur θ0 sur le sub de la vraisemblance sur θ en entier. Au numérateur, ce qui apparaît, c'est simplement la vraisemblance pour le vecteur P0, et au numérateur, c'est la même chose en utilisant l'estimateur du max de vraisemblance qui correspond aux fréquences PI chapeau. En calculant ceci, ça nous donne cette grandeur, et vous pouvez vérifier que si vous faites le développement indiqué ici à l'ordre 2, vous obtenez cette équivalence asymptotique lorsque n tend vers l'infini, et ceci n'est rien d'autre que la distance du qui2. Cela veut dire qu'asymptotiquement, la statistique de test utilisée pour le test du rapport de vraisemblance et celle utilisée pour le test d'adéquation du qui2 sont les mêmes sous H0, ce qui explique pourquoi dans les deux cas on retrouve la même loi du qui2. Ce deuxième test, c'est le test du qui2 d'adéquation, cette fois à une famille de lois. Donc le problème est exactement le même et concerne une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans un ensemble discret fini, sauf que là ce qu'on teste, c'est non pas est-ce que la loi P inconnue
est égale à une loi fixée P0, mais plutôt est-ce qu'elle appartient à une famille de lois indicées par un paramètre θ. Le principe est exactement le même que pour le test d'équation, sauf qu'au lieu de comparer via la distance du qui 2 P chapeau au vecteur de proba P0, cette fois-ci on va le comparer au vecteur P θ chapeau, où θ chapeau c'est l'estimateur max de vraisemblance de θ. Et comme précédemment, pour deviner la loi limite de cette distance, on va se ramener au test du rapport de vraisemblance, qui revient à comparer ces deux espaces θ0 et θ. Alors θ0 ici représenterait donc la famille de lois Pθ. Si on suppose que l'indice est un vecteur dans RH, cet espace θ0 est de dimension h. Et l'espace θ, qui représente donc tous les vecteurs de proba possibles, est toujours de dimension k-1 comme précédemment. Donc la différence entre les deux espaces, c'est k-1 moins h. Donc le test de rapport de vraisemblance pour cette hypothèse contre l'hypothèse alternative d'être dans θ mais pas dans θ0 a comme loi limite cette loi du qui 2. Et on peut voir, en faisant un développement similaire à celui qu'on a fait précédemment, que la statistique de test correspond effectivement asymptotiquement à la distance du qui 2 que nous avons ici. Ce qui, par le théorème de Higgs, nous permet de comprendre pourquoi la distance du qui 2 converge en loi sous h0 vers la loi du qui 2 à k-1 moins h degrés de liberté. Le dernier test que nous allons voir ensemble est le test du qui 2 d'indépendance. Comme son nom l'indique, il s'agit, en se basant sur des observations, de tester si deux variables aléatoires sont indépendantes ou non. On suppose qu'on a un échantillon de couple YI, ZI, chacune des variables prenant ses valeurs dans un ensemble discret fini. À nouveau, ça peut être qualitatif ou quantitatif. On va appeler P la loi jointe inconnue, où PJL correspond à la probabilité que Y prenne la valeur AJ et Z la valeur BL. L'hypothèse nulle, c'est que les variables aléatoires sont indépendantes, et H1, c'est qu'elles ne le sont pas. L'hypothèse nulle est équivalente à dire que la loi du couple, donc la loi jointe ici, est une loi produit, où apparaissent ici les probabilités marginales, qui se calculent de cette façon. De manière très similaire au test précédent, ce qu'on va utiliser, c'est la distance du qui 2, cette fois-ci pour comparer les fréquences observées, PJL chapeau, qui sont définies de manière usuelle, avec les fréquences que nous aurions observées si H0 était vrai, donc en utilisant ces fréquences marginales. Et on va voir à la page suivante que cette distance-là, asymptotiquement, suit une loi du qui 2 à k-1 fois m-1 degré de liberté. Et donc, pour avoir un test de niveau asymptotique alpha, on va choisir le quantile d'ordre moins alpha de cette loi ici. Alors pourquoi la dimension c'est k-1 fois m-1 ? Eh bien on peut le retrouver via le test du rapport de vraisemblance que j'ai détaillé ici, puisque le test qu'on fait lorsqu'on fait un test d'indépendance revient à faire ce test du rapport de vraisemblance pour l'espace θ0 par rapport à l'espace θ. La dimension de l'espace θ, puisqu'on a ici k valeur pour la première coordonnée et m valeur pour la deuxième, eh bien c'est k fois m moins 1, à cause de la contrainte que ça doit sommer sur 1. Pour l'espace θ0, qui correspond donc à l'hypothèse nulle, pour laquelle on se ramène simplement à ces deux produits, et bien pour ce produit-là, on a une dimension de k-1 et celui-ci m-1. Donc la dimension de θ0, c'est k-1 plus m-1, autrement dit k-2, et quand on fait la différence entre ces deux-là, on obtient bien le k-1 fois m-1 voulu. Et on peut vérifier de la même manière que ce qui a été fait pour les tests précédents, que via un développement asymptotique, on a l'équivalence sous H0, donc lorsque n tend vers l'infini, entre la statistique de test utilisée pour le test du rapport de vraisemblance et celle utilisée pour le test du qui 2 d'indépendance.